Oui, dans cette collection des petits traités chez Guy Trédaniel qui comprend déjà un petit traité sur la lenteur, un petit traité sur la mort. C'est une révélation qui secoue aujourd'hui le paysage médiatique français et réveille les émotions enfouies d'une époque que l'on croyait révolue. À 65 ans, Pascal Bataille, l'homme au sourire affable, le complice de Laurent Fontaine, l'animateur de Y a que la vérité qui compte, décide de faire ce que beaucoup croyaient impossible. Il avoue, oui, il avoue enfin, que depuis plus de 4 ans, son cœur n'appartient qu'à une seule femme. Une femme qui aurait pu être sa fille. Une femme de 33 ans. Mais ce n'est pas tant la différence d'âge qui crée l'onde de choc. C'est la manière dont cette histoire a été soigneusement cachée, tissée dans l'ombre d'une carrière médiatique, polissée, presque ascétique. L'image de l'animateur sage s'effondre pour révéler un homme bouleversé, rajeuni, passionné. Il s'appelle Pascal Bataille. Elle s'appelle Aurore. Et ce n'est pas une fiction. Tout commence en 2020. Lors d'un colloque privé sur les nouveaux formats audiovisuels à Bordeaux-Pascal. Y est invité comme intervenant. Aurore, elle n'a que 28 ans. Elle est consultante en communication digitale, rien à voir avec la télévision à l'ancienne. Et pourtant un regard, un échange, un mot de trop ou de pas assez. Un frisson. Aurore raconte aujourd'hui, dans un entretien exclusif, qu'elle ne savait même pas vraiment qui était Pascal Bataille. Elle avait grandi avec d'autres visages, d'autres références, et peut-être est-ce cela qui l'a attiré chez lui, une forme de silence, de calme, de maturité qui tranchait avec son monde agité. Ils se revoient à Paris, cette fois dans un cadre beaucoup plus informel. Une rencontre. Organisée, presque par hasard, par une amie commune. Ce n'est pas encore de l'amour, dit-elle, mais déjà, un besoin de se parler, de se retrouver, de ne pas se quitter trop vite. 3 semaines plus tard, ils partent ensemble pour un week-end, discret en Normandie. Et là, tout bascule. Le choc pour Pascal est violent. Il pensait être immunisé contre ces emballements qui n'arrivent qu'aux jeunes. Pourtant, chaque geste d'Aurore le trouble. Son rire, son intelligence, ses contradictions. Elle l'écoute sans le flatter, elle le provoque sans méchanceté, elle l'aime sans condition. Mais comment l'assumer? Lui qui avait bâti sa carrière sur la retenue, sur une image de sérieux, comment expliquer cela au public, aux proches, à ses enfants, à la presse? Il décide donc de vivre cet amour dans le secret le plus absolu. Pendant près de 3 ans, personne ne sait rien. Aurore ne paraît sur aucune photo. Elle n'apparaît pas dans ses déplacements publics. Elle efface toute trace de lui sur ses réseaux sociaux. Lui se tait, se cache, dissimule. Parfois même, il nie. Mais chaque été, il se retrouve sur la côte basque, dans une maison louée à un nom fictif. Une parenthèse de vérité dans un océan de silence. Ce silence commence pourtant à peser lourd. En 2024, Aurore tombe gravement malade. Une infection pulmonaire mal soignée et une hospitalisation soudaine, pendant les nuits passées auprès d'elle à l'hôpital. Pascal comprend qu'il n'a plus le droit de se taire, qu'aimer ce n'est pas seulement protéger, mais aussi affirmer. Il commence alors à parler à ses proches, à confier doucement la vérité à ses amis, de toujours. Laurent. Fontaine est l'un des premiers à être mis dans la confidence. Sa réaction surprend Pascal. « Je m'en doutais, lui dit-il avec un sourire, je ne t'avais jamais vu aussi vivant, et c'est là que tout change. Car pour la première fois depuis longtemps, Pascal cesse de jouer un rôle. Il ne cache plus son bonheur. Il commence même à sortir avec Aurore dans des restaurants parisiens. Il la présente à ses enfants, à son équipe, à ses anciens collègues. L'accueil est mitigé. Certains s'étonnent d'un tel écart d'âge, d'autres ne voient que la lumière dans son regard. Et puis, il y a la presse. En juin 2025, une photo volée fait la une d'un tabloïd, Aurore et Pascal, main dans la main sortant d'un théâtre à Montparnasse. La machine s'emballe, les rumeurs, les spéculations, les insultes, parfois. Il est traité de vieux pervers, elle, de chercheuse de notoriété. Ils sont comparés à des couples hollywoodiens ridicules, Pascal veut se taire mais Aurore insiste. Non, cette fois ils ne fuiront pas, et c'est ainsi que tout bascule à nouveau.
le 18 juillet 2025, dans une interview exclusive accordée à une grande chaîne nationale. Pascal Bataille décide de parler publiquement pour la première fois. Il raconte tout sans détour. Il parle de sa peur, de son combat intérieur, de la honte du regard des autres. Et surtout, il parle d'Aurore. Comme jamais, il n'avait parlé d'une femme auparavant. Il dit qu'elle est la seule à l'avoir vraiment compris, la seule à qui il ose dire « je t'aime » à voix haute la nuit, la seule dont l'absence le rend fou. Il parle d'un amour simple, sincère, puissant. Il dit qu'il n'a jamais vécu cela même dans ses grandes histoires passées. Il parle de la façon dont elle cuisine des plats qu'il ne connaît pas, des livres qu'elle lui fait lire, des musiques qu'elle lui fait redécouvrir. Il parle d'un amour intergénérationnel mais pas déséquilibré, un amour d'égal à égal. Et quand le journaliste lui demande s'il envisage le mariage, il sourit. Je ne sais pas si j'ai encore le temps, mais je sais que je veux chaque minute avec elle. Le lendemain, cette déclaration fait le tour des réseaux sociaux. Certains s'indignent, d'autres applaudissent, mais une chose est certaine. Personne ne reste indifférent. Aurore, elle poste simplement une photo d'eux deux, un soir d'été sur une terrasse en bois. Aucun mot, juste un cœur rouge, et l'image d'un homme qui regarde une femme avec tendresse et humilité. Aujourd'hui, ils vivent ensemble dans un appartement discret du 14e arrondissement. Pascal a mis en pause tous ses projets médiatiques pour se consacrer à l'écriture d'un livre. Il n'a pas encore dit s'il y parlera d'Aurore. Mais on devine déjà qu'elle y sera partout, dans chaque ligne, dans chaque souffle, dans chaque... Ce que cette histoire révèle, ce n'est pas simplement une romance improbable, mais un bouleversement intime profond, une renaissance. À 65 ans, Pascal Bataille a choisi la vie. Aurore, à 33 ans, lui a appris qu'on pouvait encore tout recommencer, à condition de ne plus jamais se mentir. Et cette fois, il ne ment plus. Car une fois le silence brisé, une fois l'amour révélé au grand jour, une autre bataille allait commencer. Non plus contre lui-même, ni contre la peur du regard des autres, mais contre un système médiatique avide, parfois cruel, prêt à tout pour transformer une histoire d'amour en feuilleton à scandale. Pascal Bataille, lui qui avait toujours su manier l'image avec prudence, se retrouvait désormais piégé dans une mécanique qui le dépassait. Aurore, elle, découvrait soudain ce que signifie aimer un homme public, ne plus avoir le droit à l'anonymat, devoir justifier l'inexplicable, se défendre d'aimer, pour de bonnes raisons. Les premiers jours furent doux, un torrent de messages, de lettres, d'élan inattendus, des anciens téléspectateurs, des femmes, des hommes de tous âges, qui voyaient dans ce couple la preuve qu'il n'est jamais trop tard. « Vous m'avez redonné foi en l'amour », écrivait une veuve de 72 ans. « Grâce à vous, j'ai osé rappeler l'homme que j'ai quitté il y a 10 ans », confiait un ancien producteur dans un mail bouleversant. Mais très vite, la douceur laissa place à la pression. Les paparazzi campaient devant leur immeuble. Leurs amis étaient approchés, interrogés, parfois piégés. Une rumeur affreuse circula un temps. Aurore aurait été la baby-sitter de l'un des petits-enfants de Pascal, une invention totale, mais qui se répandit comme une traînée de poudre. Une autre insinuait qu'elle voulait intégrer la télévision, qu'elle utiliserait son compagnon pour cela. Mensonge encore. Aurore, elle, travaillait toujours dans l'ombre, au sein d'un cabinet indépendant, et refusait catégoriquement toute exposition médiatique. Pascal dut plusieurs fois intervenir auprès d'avocats pour faire supprimer des articles ou des posts malveillants. Ce fut dans cette tourmente que Pascal fit un choix radical. Il coupa télévision, radio, plateau, plus d'interviews, plus de photos, plus de représentations. Il se retira pour protéger ce qu'il venait de retrouver. Le silence redevint un allié, mais cette fois un silence choisi, construit, non plus par honte, mais par amour. Ils partirent quelques semaines en Italie, près de Sienne, une maison en pierre, des oliviers, des jours sans horloge. Ils lisent ensemble, ils cuisinent, ils s'aiment, loin du bruit. Là-bas, Pascal écrit. Il remplit des carnets entiers, sans filtre. Aurore l'inspire, pas seulement comme muse, mais comme révélateur de tout ce qu'il avait contenu en lui pendant des décennies, des souvenirs, des douleurs anciennes, des questions qu'il n'avait jamais posées à personne. Elle ne le soigne pas, elle ne le répare pas, elle l'autorise à être pleinement vivant. Quand ils reviennent à Paris, il est transformé, moins inquiet, plus lumineux. Les gens dans la rue ne le reconnaissent pas toujours, ou alors ils hésitent. Il a changé.
comme si l'amour, véritablement, avait eu un effet rajeunissant, non sur son visage, mais sur son regard. Les yeux ne trichent pas. Aurore, elle, prend conscience qu'elle vit une histoire peu commune. Elle reçoit des messages d'anciennes amantes de Pascal, certaines bienveillantes, d'autres jalouses. Elle répond rarement. Une fois seulement, elle écrit une phrase restée célèbre depuis « Je n'ai pas pris sa vie, je l'ai réveillée ». À l'automne, Pascal reçoit une proposition étrange, participer à un documentaire de 90 minutes sur l'amour tardif. Il refuse, mais il suggère un autre angle, raconter ce que c'est que d'aimer quelqu'un que l'on n'attendait pas. Le projet prend forme. Ce n'est plus un reportage, c'est un film intime, réalisé par un ami de longue date. Pascal n'y parle pas comme un ancien animateur, il y parle comme un homme, comme un père, comme un amoureux. Aurore n'y apparaît que de dos, une main, un rire, mais sa présence est partout. À la projection privée, les larmes sont sur tous les visages. Un producteur murmure « Il vient de faire plus en 90 minutes que 10 ans de télévision ». Et puis vient l'événement inattendu. Une lettre. Un petit mot, manuscrit. Signé H. Pascal reconnaît immédiatement l'écriture. C'est une femme qu'il a aimée il y a plus de 40 ans. Elle le félicite. Elle lui dit qu'elle aurait rêvé qu'il ait eu ce courage à 30 ans. Il ne répond pas. Mais ce soir-là, il tient Aurore contre lui plus fort que d'habitude. Les mois passent. Aurore veut un enfant. Pascal est bouleversé. Il pensait ne plus avoir ce rôle en lui. Il a déjà des enfants, des petits-enfants. Mais elle ne veut pas le forcer. Elle pose la question une fois. Il prend le temps de réfléchir. Il consulte ses médecins. Il consulte son cœur. Et puis un soir, il lui dit « S'il est de toi, je suis prêt à revivre tout. » Les yeux d'Aurore brillent. L'avenir est encore incertain. Mais l'amour est là. Irréversible. Inépuisable. Aujourd'hui, en 2025, dans ce monde où tout va trop vite, où les histoires se consument avant même de commencer, l'histoire de Pascal et Aurore apparaît comme une anomalie poétique. Une brèche dans le cynisme. Un rappel que le temps ne commande pas tout, que l'amour ne connaît pas de date limite, qu'il suffit parfois d'oser, même à 65 ans. Et quand on lui demande aujourd'hui s'il referait tout, malgré les critiques, les tempêtes, les quolibets, Pascal Bataille sourit et répond sans hésiter « 1000 fois oui ». Parce qu'aimer à cet âge-là, c'est aimer sans illusion, mais avec une intensité qu'aucune jeunesse ne peut égaler. Alors que l'histoire entre Pascal et Aurore semblait s'être installée dans un équilibre discret, protégé, presque paisible, une information fuitée allait tout faire basculer. En effet, selon une source très proche du couple, Aurore serait enceinte. 3 mots, 3 syllabes, murmurés dans les couloirs d'un cabinet médical parisien, et soudain, le passé, le présent et l'avenir de Pascal Bataille se mélangent dans un vertige absolu. Lui, père depuis plus de 30 ans, devenu grand-père presque par surprise, s'apprête peut-être à revivre ce rôle dans sa propre chair, mais cette fois, avec l'amour de sa vie, avec cette femme de 33 ans, qui, loin de le rajeunir artificiellement, lui a redonné une raison d'être. Les tabloïds s'emparent aussitôt de la rumeur. Les unes explosent. Bébé miracle pour Pascal Bataille. À 65 ans, il redevient père. Aurore enceinte, la nouvelle vie de l'animateur star. Mais ni Pascal ni Aurore ne confirment. Pas un mot, pas une image. Rien. Le silence comme seul rempart. Pourtant, dans leur appartement du 4e, l'air a changé. Aurore dort davantage. Pascal cuisine des plats qu'il n'avait jamais préparés. Il lit à voix haute, il parle à voix basse. Il la regarde comme si chaque instant comptait double. Car il le sait maintenant. Ce n'est plus seulement l'amour qu'il protège, c'est une vie, une promesse. Et puis vient ce jour. Celui où tout devient concret. Pascal prend la parole, à la radio cette fois, dans une émission confidentielle, loin des grands plateaux, des spots, des projecteurs. Une conversation douce, entre 2 musiques. L'animatrice lui pose la question qu'aucun journaliste n'avait osé formuler frontalement. « Pascal, est-il vrai qu'un enfant pourrait venir bouleverser votre vie dans les prochains mois ?» Il marque une pause, longue. Le silence est dense, presque solennel. Puis il dit « Oui ». Et je n'ai jamais été aussi heureux et terrifié à la fois. Le monde s'arrête une seconde. Les auditeurs comprennent qu'ils sont témoins de quelque chose de rare. Un homme de 65 ans, public, pudique,
qui admet que la vie ne lui a pas encore tout donné, qu'un avenir l'attend, qu'un enfant arrive. Les réactions pleuvent, certains crient à l'irresponsabilité, d'autres saluent Joxacatu le courage. Mais au fond, ce qui frappe le plus, c'est la sincérité nue de Pascal. Il ne cherche ni à convaincre ni à séduire, il parle comme un homme qui a longtemps attendu pour aimer pleinement, et qui n'a plus envie de perdre une seule seconde. Aurore, quant à elle, refuse toute exposition, pas d'interview, pas de clichés volés, pas même une publication voilée sur ses réseaux. Ce qui se passe en elle, elle le vit dans la pudeur et la densité. Elle protège son enfant, tout comme elle a protégé Pascal dès le premier jour. Elle sait que leur histoire dérange, que certains n'y croient pas, n'y pensent pas. Mais elle sait surtout ce qu'ils ont traversé pour en arriver là, et que rien désormais ne pourra leur être volé. Les mois passent, le ventre d'Aurore s'arrondit. Pascal lui parle souvent à voix basse, il lui chante les chansons qu'il chantait à ses propres enfants. Il réécrit des berceuses, il imagine des scénarios, il pleure parfois, en silence, à l'idée d'avoir une seconde chance. Une dernière mission, un dernier miracle. L'émotion est à son comble lorsque début février 2026, un communiqué sobre est envoyé aux rédactions. Il tient en une phrase. Pascal Bataille et Aurore ont le bonheur d'annoncer la naissance de leur fille, Léonore, née ce mardi à Paris. Le téléphone de Pascal explose. Les messages affluent, des centaines, des milliers. Mais cette fois, il ne répond pas. Il tient Léonore dans ses bras. Il la regarde comme on regarde l'infini. Il a 66 ans. Elle a quelques heures. Et entre eux deux, il y a l'amour le plus pur que le monde puisse offrir. Ce jour-là, Pascal écrit une phrase dans son journal. Une phrase qu'il ne publiera sans doute jamais, mais qu'il relira encore et encore. « Je n'ai pas triché avec la vie. J'ai attendu longtemps. Mais elle est enfin venue, et elle s'appelle Léonore. » Mais comme dans toute grande histoire d'amour, il y a toujours une dernière secousse, une vérité plus forte encore, un bouleversement final. 2 mois après la naissance de Léonore, alors que tout semble enfin stable et apaisé, une enveloppe arrive, anonyme, sans cachet identifiable. Une simple lettre, manuscrite, glissée dans la boîte aux lettres de Pascal. À l'intérieur, quelques mots tremblants. « Vous ne savez pas tout, elle non plus, mais il est temps. » Et un dossier médical. Pascal lit, d'abord sans comprendre. Puis, le sang se retire de ses joues. Son cœur cogne contre sa poitrine. Il relit, il vacille. Les mots s'impriment, malgré lui. Protocole expérimental, donneur inconnu, fécondation assistée, centre de Milan, 2019. Et un nom parmi tant d'autres, Aurore M. Il comprend, ou croit comprendre, et le doute l'envahit comme une marée noire. Il ne dit rien. Pendant 2 jours, il se tait. Il regarde Léonore, il regarde Aurore, il fait semblant. Mais à l'intérieur, tout se fissure. L'homme qui venait de retrouver confiance retombe dans l'abîme qu'il croyait avoir quitté pour toujours. Mais le 3e soir, il craque. Il tend la lettre à Aurore. Elle lit, elle blêmit, ses mains tremblent, et elle murmure enfin « Oui. C'était avant toi. Je voulais un enfant. J'étais prête à le faire seule. Et puis je t'ai rencontré. Et je n'ai jamais eu le courage de te le dire. Parce que tu es devenu l'évidence. » Un silence tombe. Il est immense, irréel. Mais Pascal sourit. Un sourire lent, difficile, mais sincère. Il regarde sa fille. Il regarde la femme qui l'a sauvée. Et il dit « Elle est peut-être née d'un protocole, mais elle vit grâce à notre amour. Et ça, rien, ni personne ne pourra me l'enlever. » Et ce soir-là, ils dorment à 3, l'un contre l'autre. Léonore entre eux, reliés par quelque chose de plus fort que le sang, par une vérité choisie, par un amour assumé. Mais ce que personne n'attendait, ce que même Pascal n'aurait jamais osé imaginer, c'est ce qui allait surgir de cette tempête. Un pardon, une promesse et une renaissance encore plus grande que la précédente. Le lendemain matin, Paris s'éveillait sous une pluie fine. La ville semblait hésiter entre grise et lumière, comme si elle attendait une décision. Et dans l'appartement discret du 4e arrondissement, cette décision était en train de naître. Pascal, silencieux, observait Aurore préparer un biberon pour Léonore. Elle ne pleurait pas, mais son corps tout entier vibrait d'un chagrin ancien. De cette culpabilité d'avoir voulu être mère avant d'aimer. Et Pascal, lui, regardait non pas une trahison, mais le courage qu'elle avait eu d'espérer,
même seul. Il s'approcha. Il posa une main sur l'épaule d'Aurore. Elle se figea. Il chuchota. « Tu sais ce que je ressens ? De la gratitude. Parce que si tu n'avais pas osé ce projet avant moi, je ne l'aurais jamais connue. Elle, notre Léonore. » Aurore se retourna, le regard brouillé. Et là, plus rien ne retenait les larmes. Des larmes vraies, puissantes, de celles qui lavent des années de silence et de peur. Puis Pascal ajouta dans un souffle « Je ne veux plus vivre dans le passé. Je ne veux plus vivre dans le doute. Je veux construire, avec vous deux. Et je veux le faire devant le monde entier. » Le soir même, il publia un message sobre sur ses réseaux sociaux. Une photo, noir et blanc, lui, Aurore, Léonore. Pas de pause, juste une main sur une joue, un front contre une épaule, un bébé endormi. En légende, ma vérité, mon avenir, mon amour. Les réactions furent immédiates. Des dizaines de milliers de commentaires, des personnalités, des inconnus, des anciens amis de télévision, des mères célibataires, des pères absents, des amoureux en fuite, des vieux cœurs usés. Tous disèrent la même chose, merci. Mais ce n'était pas fini. 3 semaines plus tard, Pascal et Aurore, contre toute attente, déposèrent à la mairie du 5e arrondissement une demande officielle de mariage. Oui, un mariage. Non pour prouver quelque chose au monde, mais pour se le promettre, à eux-mêmes. Et le 12 septembre 2026, dans un petit village du Luberon, entouré de quelques proches bautriers sur le volet, Pascal Bataille et Aurore Montenat s'unirent devant l'évidence. Elle, en robe simple mais éclatante. Lui, en costume beige clair, les cheveux argentés, les yeux humides. Léonore, dans les bras de sa marraine, vêtue de dentelle blanche, fut l'âme invisible mais souveraine de cette cérémonie. Quand Pascal prit la parole devant l'assemblée, il ne lut aucun texte. Il dit seulement « J'ai mis 65 ans à reconnaître l'amour. Je compte bien passer les 30 prochaines années à ne plus jamais le cacher. » Et ce jour-là, dans l'air tiède de Provence, les cloches sonnèrent, non pas pour une histoire d'exception, mais pour une vérité universelle. Il n'est jamais trop tard pour aimer, pour réparer, pour recommencer. 1 mois après le mariage, alors que le couple vivait un bonheur simple entre Paris et leur maison de Lourmarin, un appel inattendu bouleversa, une fois encore, le fragile équilibre qu'il venait à peine de reconstruire. Une journaliste de renom, discrète mais redoutablement bien informée, demanda un rendez-vous en tête-à-tête avec Pascal. Pas d'interview, pas de caméra, juste une rencontre confidentielle. Intrigué mais prudent, il accepta. Dans un petit salon d'hôtel, elle posa devant lui une enveloppe. « Je ne vous demande rien, dit-elle. Je veux juste que vous sachiez, que vous soyez libre. Enfin. » À l'intérieur, un document officiel émanant d'un laboratoire suisse. Des tests génétiques, des noms, des correspondances. Et cette ligne qui fit trembler Pascal jusqu'au fond de ses os. Compatibilité biologique, directe, confirmée, entre Pascal Bataille et Léonore Montenat, analyse génétique approfondie, il ne comprit pas tout de suite. Il lut et relut, puis il leva les yeux. C'est une erreur ? La journaliste, visiblement touchée, répondit « Non, ce n'est pas une erreur. Aurore n'a pas eu recours à un donneur anonyme. Elle a utilisé un prélèvement fait dans le cadre d'un don scientifique que vous aviez autorisé, il y a 15 ans. Elle l'ignorait. Le centre aussi. Le hasard, ou le destin, a recroisé vos trajectoires d'une façon inimaginable. » Pascal resta sans voix. Le monde sembla soudain se courber autour de lui. Ce n'était plus une coïncidence. Léonore n'était pas seulement sa fille de cœur, elle était, biologiquement, sa fille de sang. Il rentra à la maison, bouleversé, incapable de parler. Aurore l'attendait. Il s'assit, lui tendit l'enveloppe, elle lut, lentement, puis se leva, recula, chancela. « Non, ce n'est pas possible. Je ne savais pas. » « Pascal, je te jure que je ne savais pas. Je voulais juste donner la vie, je ne cherchais pas toi. Il la prit dans ses bras, longtemps, sans un mot, parce que là, plus rien ne nécessitait d'être dit. Ce soir-là, Pascal écrivit dans son journal une phrase qui résonne comme un vertige. « Je l'ai aimée avant de savoir qu'elle était à moi. Et maintenant, je sais pourquoi c'était si fort. » À partir de là, tout changea. Leur histoire, déjà improbable, devint presque légendaire. Des articles internationaux s'y intéressèrent. Des documentaires furent en se proposer. Mais le couple refusa tout. Ils voulaient préserver leur miracle, leur secret, devenu vérité. Ils décidèrent de quitter Paris.
de vivre ailleurs. Loin. Ils s'installèrent dans une ferme en Dordogne. Pascal s'occupa du jardin. Aurore donna des cours à distance. Léonore grandit dans les fleurs, les livres, les silences habités. Et lorsque Léonore eut 3 ans, un soir d'automne, alors qu'elle jouait dans les feuilles mortes, elle demanda « Papa, pourquoi tu pleures quand tu me regardes ?» Pascal s'agenouilla. Il sourit. Il dit simplement « Parce que tu es la preuve vivante que les miracles existent et que l'amour sait toujours où nous trouver. Plus de caméras, plus de flashs, juste le bruissement du vent dans les arbres, le rire d'un enfant dans le lointain et le pas tranquille d'un homme qui avait tout connu. La gloire, le doute, le mensonge et puis l'amour. Un amour inattendu, inconvenant selon certains, miraculeux selon d'autres. Un amour qui l'avait déraciné de tout ce qu'il croyait être, pour le ramener enfin à l'essentiel. Pascal passait désormais ses journées entre le potager et le bureau où il écrivait. Non pas pour publier, mais pour transmettre. Chaque soir, il griffonnait des lettres à Léonore. Des lettres qu'elle lirait quand elle serait grande. Pas des lettres d'adultes pontifiants, mais de pères bouleversés. Il lui parlait de la peur qu'il avait eue, des silences qu'il avait trop longtemps choisis, des vérités qu'il avait fuies, et de ce moment, ce jour précis, où il avait compris que l'amour ne prévient jamais. Il arrive, comme un coup de tonnerre dans un ciel clair, et pendant ce temps, Aurore réinventait aussi sa vie. Elle, qui avait toujours été indépendante, presque farouchement, découvrait la joie d'un quotidien lent, doux, habité par les choses les plus simples. Une soupe maison, une balade à 2, un livre lu à 3 voix. Elle regardait Pascal et comprenait mieux que jamais pourquoi elle l'avait aimé. Ce n'était pas sa notoriété, ce n'était pas son passé, c'était sa capacité à se relever, à aimer encore, malgré les cicatrices, à pleurer devant leur fille, sans honte, à se tenir debout sans orgueil. Un jour d'hiver, alors qu'ils se promenaient tous les 3 le long d'un petit sentier gelé, Léonore demanda « Et moi, je suis né de quoi ?» Pascal la regarda, pris de court. Il regarda Aurore. Elle hocha doucement la tête. Il s'accroupit. « Tu es né d'un hasard, d'un mystère, mais surtout d'un amour si grand qu'il a traversé le temps, les secrets, et même les lois de la science. Tu es né de tout ce que nous avions de plus vrai. » Léonore sourit. « Alors c'est bien d'être moi ?» Pascal la prit dans ses bras. Il murmura. « C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée, à tous les deux. » Et dans le silence de ce moment suspendu, la vérité éclata. Parfois, les plus belles histoires ne commencent pas par « il était une fois », mais par un cœur qui ose, enfin, battre librement. Et ainsi, à 65 ans, Pascal Bataille n'était plus l'animateur que l'on connaissait, mais un homme apaisé, transformé, réconcilié avec lui-même. Loin des plateaux télé, c'est dans l'authenticité d'un amour improbable et dans les yeux d'une petite fille de 3 ans qu'il avait trouvé sa vérité. Son histoire, bouleversante et inattendue, nous rappelle que le bonheur ne suit aucun calendrier, aucune norme. Il surgit quand on cesse de fuir, quand on ose tout simplement être soi. Pour découvrir d'autres histoires vraies, profondes et pleines de rebondissements, comme celle de Pascal Bataille, restez avec nous pour les récits les plus humains, les plus bouleversants et les plus sincères.